Bonjour à tous, bienvenue à ces rencontres Altares. Tout d'abord, un grand merci Denis Ferrand de nous recevoir aujourd'hui dans les locaux de Rexecode. C'est un grand plaisir de partager ce nouveau moment et ce nouveau rendez-vous avec vous, parce qu'effectivement, notre objectif ici, c'est d'amener le débat autour de la donnée, de pouvoir illustrer un certain nombre de données chiffrées que le groupe Altares peut publier dans le cadre de ses études et de faire réagir des experts, des économistes que vous êtes, des présidents de fédérations, des entrepreneurs autour de ces données. Sans plus tarder, je voudrais déjà vous remercier d'être tous les trois présents à cette première. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter dans un premier temps. Peut-être Denis Ferrand, vous nous recevez ? Bonjour, très heureux de vous accueillir dans nos locaux de Rexecode. Et donc, je suis le directeur général de Rexecode, qui est un institut qui produit de l'analyse macroéconomique à destination des entreprises pour leur faciliter la compréhension de l'environnement dans lequel elles doivent faire leur choix stratégique. Très bien, merci. Charles Battista ? Et bonjour à tous, donc je suis Charles Battista, président de la FIGEC. Très rapidement, la FIGEC, c'est la Fédération nationale de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile. Les acteurs de la FIGEC sécurisent au quotidien, par les informations, par la gestion de créances, comme je l'ai dit, le crédit interentreprise qui pèse dans notre pays 792 milliards d'euros, un tiers du PIB, 4 fois le crédit bancaire accordé pour la trésorerie des entreprises. Merci Charles Battista. Thierry Millon ? Thierry Millon, directeur des études de la société Altares. J'ai le plaisir et l'avantage de pouvoir présenter régulièrement, chaque trimestre, concernant les défaillances d'entreprise, le point sur la situation économique, financière de nos territoires et de nos entreprises. Merci Thierry. C'est une très bonne façon effectivement d'aborder le premier sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir, à l'aune du rapport de l'étude de défaillance et de sauvegarde des entreprises du 3e trimestre publié par Altares ces jours derniers, demander à Thierry Millon, effectivement, quels sont les faits marquants de cette étude, qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette étude pour ce 3e trimestre 2023 ? Alors, sur ce trimestre, nous sommes sur des chiffres qui sont finalement au rendez-vous de ce que nous avions imaginé. C'est-à-dire des chiffres qui restent élevés. Nous avons sur 3 mois 11 000 défaillances, c'est un nombre qui est important. Au-delà du fait de ce nombre-là, il est important parce qu'il recouvre à la fois beaucoup de petites entreprises, mais de plus en plus d'entreprises de taille importante, des grandes PME, des ETI, et ça sur tous les territoires dans de nombreuses activités. Par conséquent, lorsque nous avons beaucoup d'employeurs qui malheureusement font défaut, à la fois c'est de la perte d'emploi possible sur des entreprises, mais c'est aussi pour les fournisseurs de ces entreprises-là un risque d'avoir par effet domino un transfert des difficultés du client vers soi-même. En conséquence, il est important de regarder si les chiffres augmentent ou pas, mais surtout de regarder quelle est la typologie d'entreprise. Une fois que nous observons que les PME sont de plus en plus nombreuses, globalement, il y en a autant que pendant la période de la crise financière de 2008, donc c'est quand même très important, on n'en avait pas eu autant depuis. Nous avons aussi, évidemment, des comportements sectoriels qui sont à surveiller. Pendant tous ces trimestres, nous avons eu plutôt des résistances d'acteurs de la construction sur le secteur du bâtiment, des travaux publics en particulier, mais nous avons depuis quelques mois une inversion de tendance qui est très sensible et qui évidemment doit être préoccupante parce que la construction, c'est à elle seule le quart des défaillances de notre économie. Donc lorsque le bâtiment va pas très bien, ça se voit vite et ça a des répercussions sur l'ensemble des acteurs. À côté du bâtiment et de la construction, nous avons donc des acteurs du B2C, à destination de consommateurs qui sont fragilisés par défaut de consommation des ménages depuis très longtemps, évidemment les métiers de bouche, le commerce. On a pourtant évidemment parlé beaucoup de commerce de détail, d'habillement, mais ce secteur globalement tient, contrairement au commerce des métiers de bouche, des épiceries notamment. Et puis nous avons tout ce qui concerne le service à la personne, qui est évidemment très chahuté. Alors à la fois il s'agit des coiffeurs, mais aussi de l'aide à domicile. Nous avons beaucoup d'associations de grande taille, quand je dis grande taille, des structures de 400 ou 500 salariés, donc c'est quand même évidemment très important. Et puis petit à petit, ce risque se diffuse
vers le B2B et nous avons aujourd'hui des points de vigilance dans le secteur de l'industrie manufacturière, naturellement sur l'automobile, mais pas seulement. Nous avons des tensions sur la mécanique industrielle d'une façon générale, sur le retraitement des déchets, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont entrés sur cette économie-là. Il y a davantage de risques encore sur les secteurs des services aux entreprises. J'ai parlé du particulier, mais dans les entreprises, évidemment, c'est très compliqué. Sur les activités qui peuvent parfois être considérées comme étant non essentielles ou non stratégiques, pour reprendre une terminologie Covid. Je pense par exemple aux relations presse, à la pub, aux conseils en communication. Donc ces métiers-là sont véritablement sous tension. Mais globalement, nous allons finir l'année 2023 aux environs de 55 000 défauts. C'est pas beaucoup plus que ce que nous avions en 2019. Donc soyons plutôt raisonnables dans l'observation des chiffres. À la fois, il faut surveiller la très forte augmentation des défauts, mais dans le même temps, considérer qu'on est encore très loin des niveaux difficiles qui nous avaient menés à 65 000 défauts par an sur les périodes de dette souveraine en Europe. On est là sur le milieu des années 2010, sur la période de la crise financière, 2008 à 2010, et sur la période Francfort du début des années 90. Donc, situation forte, mais pour autant, pas d'inquiétude excessive. Merci Thierry pour ces chiffres. Denis Ferrand, quand on entend près de 11 000 défaillances au troisième trimestre, 37 000 emplois menacés, quel est votre regard sur ces chiffres, sur cette analyse? Je trouve que les chiffres qui ont été annoncés par Thierry, je trouve qu'ils décrivent à la fois un changement dans la marche normale des entreprises, mais c'est un changement qui était assez attendu. Il faut quand même regarder d'où l'on vient, d'une période où il y a eu très peu de défaillances. Donc on a une remontée actuellement qui est forte, qui effectivement emporte des conséquences importantes sur l'emploi dans ces entreprises. Mais on sort d'une période où il y en a eu très peu. C'était toute la période Covid et post-Covid pendant laquelle les défaillances d'entreprises ont été mises sous le boisseau, clairement. Donc que cela remonte en ce moment est presque un processus normal dans la vie d'entreprise. Le monde économique, c'est un monde de naissance d'entreprise, c'est aussi un monde de disparition d'entreprise. Et quand au bout d'un moment, on ne fait pas la disparition d'entreprise, on empêche le renouvellement du tissu économique qui est le vecteur de la création fondamentale de croissance. Donc je veux voir aussi le côté, évidemment c'est très compliqué quand on est dans une entreprise qui vient à se trouver en difficulté, je ne le nie pas, mais quand on le prend sous un regard macroéconomique, il faut qu'il y ait cette transformation, ce processus de destruction créatrice qui est le vecteur d'amélioration. Et puis, je pense ce qu'a décrit à l'instant Thierry dans les comportements sectoriels, je trouve tout à fait en phase avec l'analyse que l'on peut faire du moment économique dans lequel on se situe. En gros, l'année 2023, c'est une année où ce qui a manqué à l'évolution de l'activité, c'est ce qui venait du comportement de dépenses des consommateurs et des investisseurs ménages. C'est le secteur de la construction, cela a été dit, qui pour l'instant résiste, mais sur lequel on voit bien que des nuages s'accumulent parce que l'activité d'investissement en construction recule très fortement. Deuxième poste qui est en recul, c'est la consommation des ménages. Et donc, on parlait de l'aide à domicile, de l'hébergement-restauration. Ce n'est pas surprenant que ce soit ce secteur-là qui actuellement souffre. Donc, c'est bien en phase avec ce que va nous dire la macroéconomie. Et c'est en phase aussi quand on voit un peu la tourelle du char qui se déplace désormais vers le segment B2B, ça correspond bien aux inquiétudes que l'on peut avoir désormais sur l'évolution de la macro. En fait, en 2023, ce qui a manqué à l'activité économique, c'était la dépense des ménages. En 2024, ce qui risque de manquer, ce sera le comportement de dépenses des entreprises. Précisément pour les raisons qui viennent d'être évoquées. On voit une montée des difficultés de trésorerie, les remboursements de PGE sont là, il y a quand même des trésoreries qui s'assèchent un peu. Et face à cela, eh bien, les entreprises, elles ont une gestion qui devient de plus en plus prudente, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière d'emploi. Et donc on a bien un peu un changement de moteur de l'activité économique qui se retrouve assez bien, je trouve, dans les chiffres qui ont été présentés à l'instant. Charles, au nom de la FIGEC, votre réaction ? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et par Denis Ferrand et par Thierry Millon, parce que je n'ai pas le talent, je dirais, et puis je n'ai pas autant de connaissances. En revanche, ce que je note, c'est qu'on va finir l'année, de ce qui a été dit, 55 000 faillites. Certains oiseaux de mauvais augure nous annonçaient 100 000 faillites. Sur combien d'années, on ne sait pas. Si on reste sur un train de 55 000, ça va faire sur 2 ans. Ça a été dit, la construction, le bâtiment résiste. On a tendance à dire, quand le bâtiment va, tout va. Bon, pour autant, effectivement, Denis l'a dit, il y a des nuages qui commencent à arriver sur le monde du bâtiment et de la construction.
Aujourd'hui, les entreprises font très attention à tous les investissements. Parce qu'il se passe pas mal de choses dans le monde. On a vu, on sort d'une crise Covid, c'est pas nouveau. La guerre en Ukraine, avec l'augmentation des matières premières, l'augmentation de l'énergie, un événement majeur qui vient de se produire est en train d'attirer l'attention de pas mal d'investisseurs. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Moi, ce qui m'inquiète un peu, et c'est vers ça qu'il faudra regarder de très près, c'est on est sur un trend de 55 000 faillites, peut-être que l'année prochaine on sera 60 000, mais eu égard à la situation géopolitique et aux différentes crises que nous venons de connaître, et les futurs qu'on ne connaît pas encore, mais qui à mon avis sont en train de se dessiner, il va falloir être vigilant parce que ce trend de faillite, même s'il reste relativement raisonnable, risque de durer encore quelques années. Donc, vigilance, prudence, et j'ai envie de dire aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être chef d'entreprise. Merci Charles. Deuxième sujet sur lequel je voulais vous faire réagir, deuxième étude qu'Altares a publiée récemment, c'était au mois de septembre, l'étude autour des comportements de paiement interentreprises en France et en Europe. Thierry, là aussi, on sait l'importance et l'analyse qu'Altares fait de ces données de comportement de paiement depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette étude et de ce que montrent sur ce premier semestre 2023 les chiffres qui ont été communiqués et partagés? Alors, Denis vient de parler de PGE, de trésorerie. On a, lorsqu'on regarde ces deux postes, parfois des entreprises qui parviennent assez aisément à rembourser leur PGE et à disposer de niveaux de trésorerie leur permettant de continuer leur vie et d'investir, et puis à l'inverse, des entreprises qui n'y sont plus, qui n'y arrivent plus, un clivage extrêmement fort. Et on retrouve ces tendances sur les comportements de paiement, en France comme ailleurs, sur les dispositifs publics qui ont été mis en place également sur d'autres pays, avec de profonds paradoxes. Le premier, c'est que nous pouvons nous satisfaire que la France, pour la première fois, présente un niveau de comportement favorable d'entreprises qui payent leurs factures à l'heure aussi élevé, 1 sur 2. On ne l'avait jamais connu. C'est globalement le chiffre de l'Europe, on y est. Nous étions à 1 sur 3 en début 2021. Donc nous sommes allés très vite sur cette progression. Alors évidemment, on peut dire c'est parce qu'il y a eu des aménagements, des aides, de la trésorerie en nombre suffisant et les entreprises, par conséquent, n'avaient pas de possibilité de payer leurs fournisseurs à l'heure, d'autant plus qu'il était à ce moment-là très difficile d'assurer les approvisionnements, après notamment le conflit en Ukraine et l'épisode Covid chinois. Et donc, naturellement, la relation fournisseur s'est améliorée aussi de fait. Pour autant, quand même, la moitié des boîtes payent à l'heure. En revanche, il y a un deuxième signal qui, lui, est beaucoup plus sévère, c'est que nous avons plus de 7-8% des entreprises françaises qui payent avec des longs retards, des retards de 1, 2, 3 mois. Et donc là aussi, on est sur des niveaux que nous n'avions pas vus avant. Et lorsqu'on regarde ce clivage-là, on s'aperçoit qu'il est vrai, quel que soit le secteur et ou la typologie d'entreprise. Par exemple, on le retrouve dans le secteur privé comme dans le secteur public. Nous avons dans le secteur privé des entreprises de grande taille qui payent à l'heure et beaucoup de leurs factures avec peu de retard, et puis des entreprises qui leur ressemblent, qui payent avec des retards très importants. Je ne sais dire si c'est fait exprès ou pas, on constate juste qu'il y a du retard. Mais c'est vrai aussi dans le public. Par exemple, vous avez des collectivités nombreuses qui payent à l'heure, mais avec de plus en plus de difficultés. Et donc nous avons des structures de plus grande taille. Je vais par exemple parler des métropoles. Certaines payent plutôt bien, mais il y en a d'autres qui payent très mal et parfois plus. C'est pareil pour les hôpitaux, bien évidemment, même si la situation est évidemment financièrement beaucoup plus déséquilibrée. Bref, sur la situation des paiements, il y a des tensions, naturellement, qui sont très visibles et qui vont se poursuivre parce que, s'agissant à la fois des perspectives 2024 abordées un peu par Charles
lorsqu'il suppose à juste titre que nous pourrions ne pas être loin des 60 000 défauts en 2024, il y a aussi le fait qu'il reste du PGE à payer, la moitié. Nous avons 144 milliards de PGE qui ont été distribués. À fin juin, il y en a un peu moins de 69 milliards, ou près de 69 milliards, qui ont été déjà remboursés, donc la moitié quasiment. Et tout ça avec un taux de défaut qui est très faible. Bon, c'est pas parce que la moitié de ces PGE ont été remboursés quasi correctement que ça va être pareil sur la deuxième partie. Parce que le contexte économique n'est plus le même pour le coup. Sur la première partie de remboursement, l'économie allait bien, les entreprises avaient de la trésorerie, il y avait du business. Aujourd'hui, on voit que sur le B2B, ça dérape aussi. Et donc ces entreprises-là, qui ont encore une queue de PGE, et elle n'est pas rien, hein. Encore une fois, il manque encore une centaine de milliards d'euros presque parfois. Et donc on a besoin de s'assurer qu'il sera évidemment remboursé, mais tout le monde ne pourra pas le rembourser. C'est le cas pour certaines PME toujours, mais c'est aussi le cas pour des plus petits. Je parlais à propos des défaillances d'entreprises, de secteurs de services à la personne qui étaient en difficulté. Citons-en un qu'on n'a pas cité encore, celui de la coiffure. La coiffure va enregistrer en 2023 la pire année de son histoire en termes de défauts. Eh bien, il y a aussi naturellement des coiffeurs qui ont des PGE qui ne vont pas pouvoir mener à terme. Donc la situation sur les paiements, elle est pareille en France qu'en Europe, sinon que la France a plutôt mieux performé que les voisins du Sud, mais reste toujours en retard par rapport à ses voisins du Nord. Merci Thierry, c'est très clair, très intéressant. Denis, vous avez récemment publié une étude avec la BPI autour justement de la trésorerie des TPE et des PME. Thierry faisait le lien entre trésorerie, bien entendu, et comportement de paiement. Comment ça vous fait réagir ? Je suis assez frappé par la similarité des chiffres que l'on peut avoir, parce qu'effectivement, dans cette enquête que nous conduisons avec BPI France auprès de 700 PME, TPE qui répondent à notre questionnaire, on les interroge notamment sur les difficultés qu'elles voient à pouvoir rembourser des PGE. Et en fait, depuis que l'on a lancé cette enquête, on est toujours sur à peu près entre 7 et 9% de chefs d'entreprise qui se déclarent inquiets quant à leur capacité à pouvoir rembourser ce PGE. Et comme on est dans une période où vous avez eu une augmentation très forte des coûts qui est intervenue, où on a désormais leur ralentissement d'activité, où la répercussion dans les prix des chocs de coûts, elle n'a pas été intégrale. Il y a quelques secteurs qui ont effectivement réussi à passer l'intégralité des coûts, des augmentations de coûts qu'ils ont subies, dont des augmentations de prix. Mais ça, ce n'est pas la généralité, loin de là. Et donc, on voit bien que petit à petit, s'installe une situation où le niveau de liquidité que détiennent, pas seulement le sentiment sur la trésorerie, mais vraiment le niveau de liquidité que détiennent les entreprises, eh bien celui-ci vient à se raccourcir. Et c'est bien ça qui va en fait donner le tempo de l'activité économique en 2024. Une entreprise, elle investit parce qu'elle a des projets, mais elle déclenche son investissement parce qu'elle a la capacité de le financer tout de suite. Une entreprise a toujours du projet. Si elle n'en a pas, ça n'est pas une entreprise. Mais en revanche, il faut aussi qu'elle ait la liquidité pour le faire. Et c'est là que l'on va avoir un sujet très important qui va se poser parce qu'aujourd'hui, le coût de la liquidité, c'est aussi un élément de coût qui ne fait que monter avec la poursuite d'augmentation des taux d'intérêt qui ne rencontrent pas une progression à due proportion, pour l'instant, des prix que peuvent facturer des entreprises dans certains secteurs. Donc, on commence à avoir des tensions extrêmement fortes qui invitent vraiment à développer ce comportement assez prudent, me semble-t-il, des entreprises pendant encore quelques temps. Donc, oui, la période risque d'être un petit peu plus compliquée. On sort d'une période aussi où il faut regarder le verre à moitié plein, où on a embauché énormément, 1,2 million d'emplois en plus depuis la période Covid. Enfin, quand on faisait des prévisions en 2020, jamais on n'aurait imaginé qu'en 2023, on se trouve au niveau d'emploi où on est actuellement. Alors oui, il y a eu des dispositifs type l'apprentissage qui ont permis de soutenir ces créations d'emplois, mais il y a vraiment eu jusqu'à présent une capacité des entreprises à tenir le choc et à développer les projets. C'est là où on va sans doute changer de paysage. Charles, pour la FIGEC ? Alors effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit. Denis, vous avez exprimé le fait que beaucoup de choses ont été faites. Il ne faut pas oublier aussi que les entreprises, malgré l'inflation, ont quand même, pour une grande partie, augmenté les salaires. Et ça, c'est pas rien. Est-ce que cette possibilité va se poursuivre sur les mois et les années qui suivent ? Aujourd'hui, je ne le sais pas. Et là, je prends ma casquette de président d'une organisation patronale. Les questions se posent. Et alors, pour revenir sur les délais de paiement,
depuis quelques années, qu'est-ce que je constate? Il y a ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas, et ceux qui peuvent et qui ne veulent pas. Et ça ne change pas. Alors ceux qui veulent mais qui ne peuvent pas, c'est généralement les plus petites entreprises qui, et je parle sous le contrôle des experts, aujourd'hui ont du mal à se payer entre elles aussi. Et pourtant elles voudraient payer. Parce que c'est toujours mieux de payer ses fournisseurs pour pouvoir avancer. Et puis il y a ceux qui peuvent mais qui ne veulent pas, et ça c'est toujours les mêmes que l'on retrouve. Alors ils ne sont pas si nombreux que ça, on va dire c'est les grandes entreprises en général. Oui, quoique c'est toujours les mêmes. Et là je lance un message auprès de l'État, et notamment de la DGCCRF, il faut taper très fort pour ceux qui sont des multirécidivistes du retard de paiement. Parce qu'on a beau m'expliquer que parce qu'on a délocalisé son système de paiement dans tel ou tel pays hors Europe, que ça pose des problèmes. Je suis désolé, les fournisseurs n'ont pas à subir la délocalisation des systèmes et des moyens de paiement. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les délais de paiement. Et il ne faudrait surtout pas, avec les tensions que nous allons connaître dans les mois à venir, que ce système de délai de paiement rallongé perdure. Eh bien, merci Charles pour ces éléments concernant la FIGEC. Troisième sujet sur lequel je voulais vous faire réagir, qui est vraiment d'actualité pour le coup. Le 12 septembre dernier, Thierry Breton, commissaire européen, la voix effectivement, en tout cas a proposé, dans le cadre d'une réflexion autour des retards de paiement, partant d'un constat simple, c'est que selon la Commission, 25% des failles de l'Union européenne seraient dues à des retards de paiement, propose une réduction assez drastique, c'est-à-dire de passer de 60 jours à 30 jours de délai de paiement. Quel est votre avis à cette proposition qui a fait débat et qui fait toujours débat, sur lequel, pour l'instant, pas mal d'acteurs ont donné un certain nombre d'avis, mais moi j'aimerais avoir le vôtre, Thierry, pour commencer. Je pense qu'on doit préalablement souligner que la France, pour le coup, est le meilleur élève sur l'Union européenne. À la fois, on peut regarder les retards de paiement et effectivement, on n'est pas le meilleur élève. En revanche, sur les outils dont dispose notre pays pour tenter de faire face aux comportements délictueux, pour le coup, il y a un arsenal qui est plutôt adapté. Ça veut dire qu'à la fois, nous avons des délais qui sont encadrés et depuis longtemps, depuis la loi LME. Donc on est au début de la crise financière. Hein. Là, on est en train d'essayer de réviser une directive qui est arrivée après coup et qui a été transposée évidemment de façon assez disparate en Europe. Donc globalement, on est en France sur un respect des délais de règlement sous 60 jours, en général. Évidemment, l'esprit initial de la directive était d'amener les entreprises à respecter, d'être à 30 jours. Et donc la loi, c'est 30 jours, sauf si vous n'êtes pas d'accord et on peut aller à 60. Je raccourcis, hein. Bon, évidemment, tout le monde est à 60. Donc là, imaginez que nous descendions de 60 à 30, ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible, pour un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas français, mais aussi évidemment pour des acteurs français. Et donc sur la France, aujourd'hui, le délai de règlement moyen fournisseur est un peu au-dessus de 60. Pourquoi ? Parce que certains secteurs peuvent avoir une dérogation de délai. Je vais en citer un par exemple parce que nous sommes dans une actualité qui s'y prête. C'est celui du jouet, on est à quelques semaines de Noël. Bon, c'est un secteur qui a évidemment une activité très saisonnière qui justifie de disposer d'aménagements de délais qui lui permettent d'avoir, sur les périodes les plus tendues, évidemment, des délais qui sont bien supérieurs à 60 jours. Il n'y a pas que ce secteur-là, il y en a d'autres. Demain, la proposition du règlement de la Commission européenne, c'est que tout le monde à 30 jours. Ce secteur ne peut pas réaliser cette performance. Nous pouvons aussi imaginer que, puisque c'est pour tout le monde, ça sera le cas aussi pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont déjà aujourd'hui pas capables de tenir 50 jours, qui est le délai de ce type de structure. On ne va pas accepter, juste parce qu'un règlement l'impose, de passer à 30 jours lorsque le budget n'est pas au rendez-vous. Bon, qu'est-ce qui va se produire ? Probablement, potentiellement.
il va se produire, si le règlement est en place évidemment, des contournements de dispositifs, parlons clairement, qui existent déjà dans notre économie, qui est pourtant structurée et honnête et transparente. C'est ce qu'on appelle des délais cachés. C'est-à-dire que vous travaillez avec une structure qui ne souhaite pas vous payer tout de suite, soit parce qu'elle ne le peut pas, pour le coup, pour reprendre les propos de Charles initialement, elle ne peut pas, elle n'a pas le budget, ou elle ne veut pas, puisqu'elle ne veut pas. Voilà. Et donc, elle vous demande, pour pouvoir continuer de travailler avec vous, de présenter votre facture un peu plus tard, en fait. Imaginons, on est en décembre, il n'y a plus de budget, présentez votre facture en janvier. Évidemment, lorsqu'on regarde le délai de règlement sur cette période-là, eh ben, entre le moment où la facture est émise et le moment où elle est payée, nous sommes dans le respect du délai. Sauf que si la facture avait été mise au moment initialement prévu, là, le délai n'aurait pas été respecté. On peut imaginer, mais je ne suis pas prophète, on peut imaginer que ce soit ce qui se passe pour contourner un texte qui n'a pas été, dont les effets, l'impact par conséquent, manque d'analyse préparatoire. C'est-à-dire que pour les chiffres que nous avons vus circuler, pour porter l'argumentation, il s'agissait surtout de chiffres vieillissants. Quand je dis vieillissants, qui ont plusieurs années, 2015, 16, 17. Bon, aujourd'hui, la situation, elle est très différente. Il y a eu notamment une Covid entre-temps. Donc, en l'occurrence, c'est bien d'imaginer qu'il faille faire des efforts et que le délai de 60 jours était bien un moment, mais c'est raisonnable d'imaginer que l'ambition puisse être d'aller vers 30. En revanche, c'est naturellement la mise en œuvre qui demande à être accompagnée. Brutalement, ça va créer de la casse. Charles, je vous vois trépigner pour réagir. Non, je ne vais pas réagir, je vais juste poser une question. De ce que j'ai compris, l'Europe du Nord est à peu près autour des 30 jours, 35 jours. Je parle sous votre contrôle, Thierry, et vous me confirmez ou m'infirmez. C'est là ma question. Et en règle générale, on a parlé de 60 jours avec la ME en France, on paye avec 12 jours de retard. J'ai entendu parler que globalement, l'ensemble des factures étaient payées à 45 jours. C'est bien ça ou j'ai des chiffres totalement erronés? Alors, les clients payent en moyenne à 45 jours, mais parce qu'il y a des clients qui payent tout de suite, ou quasiment tout de suite. En revanche, quand on regarde le paiement au fournisseur, là on est sûr d'être dans le B2B, le délai de règlement il est au-delà de 60 jours. Mais puisque, Charles, vous parlez des comportements à l'international et au nord de l'Europe, s'ajoutent aux freins qui sont émis aujourd'hui par les entreprises et ou leurs représentants professionnels, le fait qu'il y a des pays qui sont culturellement opposés à ce règlement parce qu'ils fonctionnent déjà très bien. Comment est-ce qu'on peut imposer un règlement, c'est-à-dire des contrôles, une autorité, un gendarme à l'Allemagne, qui aujourd'hui a des retards de règlement très faibles, délais de règlement acceptables. Naturellement, ce pays, ou les entreprises de ce pays, ne veulent pas d'autorité de gendarmes comme la France en a avec la DGRF qui avait besoin de mettre en place cet outil-là. Donc c'est une raison de plus pour imaginer que ça va avoir du mal à se faire. Et juste Thierry, on parle de l'Europe du Nord, mais de l'Europe du Sud qui, elle, contrairement culturellement, a plutôt tendance à payer beaucoup plus tard. Comment réagissent-ils à cette proposition? Alors, la situation, elle est évidemment tout à fait fonction actuellement de la conjoncture. Donc nous avons nos voisins italiens qui sont dans une situation économique quand même particulièrement compliquée, et avec une trajectoire qui n'est pas prête de s'inverser. Et c'est un pays par ailleurs qui a choisi, et c'est un mérite évidemment qu'il faut lui reconnaître, de mettre en place la facturation électronique dès le début 2019. Tandis que nous venons de reporter la mise en place de la facturation électronique. Quand on regarde du coup qu'est-ce que ça a produit en Italie, entre le moment où la facture électronique a été mise en place, et pour le coup de partout, gouvernement, public, pardon, privé et B2C aussi, il y a eu la Covid, donc forcément ça n'a pas facilité la mise en œuvre de tout ça. Sauf que quand même on est aujourd'hui fin 2023 quasiment, et fin 2023, les retards de règlement des entreprises italiennes sont au même point
qu'ils étaient en début 2019. Donc on peut imaginer que la facturation électronique, dont on attend beaucoup, ne soit pas une réponse. Et donc en Italie, en l'occurrence, c'est donc pas sur ce canal que ça peut jouer. Et pour demander aux entreprises, parce que pour le coup, je parlais des hôpitaux tout à l'heure, les hôpitaux italiens sont plus vertueux que les hôpitaux sur cette partie de paiement des factures. En revanche, sur le point de l'entreprise, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec d'immenses disparités locales, géographiques, entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, mais il y a un monde. Il y a un monde. Et donc, du coup, on parle d'une réglementation européenne, alors qu'au sein même d'un pays, on n'y arrive pas. En France, on voit bien qu'entre les comportements de l'Île-de-France et les comportements de la Bretagne, par exemple, il y a un gap culturel important. Denis, quand vous entendez ces éléments, ces chiffres, quelle est votre réaction ? C'est vrai que c'est un sujet dont je suis moins familier que les deux éminents connaisseurs du sujet qui sont autour de moi, mais quand on se pose la question en tant qu'économiste de pourquoi est-ce qu'on a des délais de paiement d'une certaine manière, et à quel moment est-ce qu'on peut les réduire, parce qu'en fait le problème c'est pas le niveau, 60 ou 30, pourquoi pas, mais le problème, ça va être le chemin pour y aller. Parce qu'effectivement, pour paraphraser aussi un éminent président de MEDEF du passé, tout le monde ne va pas chausser du 30. C'est un peu la question qui va se poser, qu'il va falloir traiter. Et surtout, ce processus, il faut le regarder dans un contexte. Le contexte le plus propice pour réduire des délais de paiement, c'est un contexte où vous avez des taux d'intérêt à zéro. Pourquoi y a-t-il des délais de paiement? C'est notamment, pas que bien entendu, mais c'est notamment parce que en allongeant les délais de paiement, eh bien, je suis un directeur financier, je vais faire du cash management, je vais placer la trésorerie pendant quelques temps, ça va me rapporter un peu de financement. Et donc, quand on avait des taux d'intérêt à zéro, le cash management, il n'activait quand même pas beaucoup de ressources additionnelles. Comme maintenant, on est revenu dans une situation plutôt bienvenue, où on retrouve des taux d'intérêt, eh bien là, l'incitation va être un petit peu plus difficile à réduire parce que oui, finalement, je peux peut-être activer mon cash et ce faisant, eh bien, dégager une ressource supplémentaire que je n'avais pas. Et d'ailleurs, c'est un comportement que l'on voit de manière extrêmement forte, notamment aux États-Unis, mais également en France, de manière un peu plus feutrée. C'est qu'en fait, quand bien même jusqu'à présent, les taux d'intérêt ont fortement monté, les charges totales d'intérêt, les charges nettes d'intérêt des entreprises n'ont jamais été aussi faibles. Les charges nettes, qu'est-ce que c'est? C'est les intérêts qu'elles versent, moins les intérêts qu'elles reçoivent. Et en fait, comme on est dans une période où il y a énormément de cash management de la part d'entreprises qui jusqu'à présent ont été très liquides, eh bien, elles ont retrouvé l'opportunité d'activer une trésorerie et donc une incitation à garder des délais peut-être un petit peu plus longs parce que pour l'instant, ça rapporte. Merci Denis. Charles, justement, qu'est-ce qu'en pensent les acteurs de la filière FIGEC? Alors, ce qu'en pensent les acteurs de la filière FIGEC, je me fais la porte-parole, il faut rebondir sur ce que viennent de dire Thierry et Denis. Tout d'abord, le crédit interentreprise n'a d'intérêt que d'exister parce que, je le disais tout à l'heure en préambule, ce sont les délais que s'accordent les entreprises entre elles pour un délai de paiement consenti pour l'achat d'un bien, d'un service ou d'une marchandise. Je rappelle juste le chiffre, même si j'ai dit au début, il ne faut pas le perdre de vue. 792 milliards. Là-dessus, une fois que j'ai dit ça, on s'aperçoit que la Commission européenne, sous l'impulsion, je ne sais pas si c'est que la sienne d'ailleurs, de Thierry Breton, pousse en disant, bon, écoutez, 25% des entreprises déposent leur bilan à cause des impayés. Chaque année en France, c'est 56 milliards d'impayés qui sont irrécouvrables. 300 000 emplois perdus. Mais pour autant, est-ce que quand on se pose cette question, on dit de manière arbitraire, avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, je passe de 60 jours à 30 jours, puis débrouillez-vous. Alors on a eu l'exemple des hôpitaux, et notamment les hôpitaux italiens, qui ne sont pas organisés et structurés de la même façon. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des 35 heures, tant de personnel soignant pour, en France, tant de personnel administratif, etc., etc. Mais c'est un fait, c'est un constat. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue non plus que le délai de paiement favorise la trésorerie des plus petites entreprises. Si demain, je dis à ces entreprises-là, tu bénéficies de 60 jours, non, c'est terminé, c'est 30 jours. On l'a dit au cours de cette table ronde, il faut rembourser le PGE, il faut payer l'URSSAF, parce que beaucoup ont pris du retard avec l'URSSAF, il faut payer les différentes choses, etc., etc.
Donc à un moment donné, les entreprises vont chercher de la trésorerie. Et la façon d'aller chercher de la trésorerie, c'est malheureusement un peu trop souvent le délai de paiement. Donc il faut être extrêmement attentif à ce qu'on va faire, ce que pourra faire la Commission européenne. La position de la FIGEC, c'est de dire arrêtons de balancer à la gueule des entreprises, et excusez-moi pour le propos, des réglementations dans tous les sens, laissez-les travailler, laissez-les respirer, et si demain vous voulez changer les délais de paiement, d'abord, soyons capables de mettre la facturation électronique en place. Une fois que la facturation électronique sera en place, on verra. Il est urgent d'attendre. Merci Charles. Denis, Thierry, Charles, vous voulez encore un mot ? Je pense qu'effectivement, le mot trésorerie est toujours, de toute façon, c'est toujours le terme important sur le pilotage des entreprises. Il le sera probablement encore un petit peu plus en 2024 qu'il ne l'a été jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, en réalité, jusqu'au début 2023, on va dire, la question de la trésorerie n'impactait pas la marche de l'économie. Parce qu'il y a eu les liquidités et on n'avait pas encore commencé à rembourser les PGE. Ça a commencé à rembourser en avril 2022, hein, les PGE. Là, c'est quand même en train de changer pour toutes les raisons, tout ce qui s'est accumulé. Donc ça va devenir un enjeu tout à fait fondamental que de bien être très vigilant sur les situations de trésorerie des entreprises. Et donc attention aux expérimentations hasardeuses dans cette période. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges interactifs et passionnants. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Altares vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres Altares début 2024. Et nous vous invitons bien entendu à télécharger l'ensemble de nos études, et notamment celle qui vient de paraître sur les défaillances et sauvegardes d'entreprise, sur notre site altares.com, et bien entendu de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci à tous, merci messieurs, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.